Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis particulièrement ému de vous présenter bien plus qu'un vlog, mais plutôt ce que j'appellerais un carnet de voyage. Une sorte de capsule temporelle pour ma mémoire. Pour vous restituer le contexte et pour que vous compreniez mieux cette vidéo, je suis né en France de père algérien et de mère française. Je n'ai malheureusement pas eu beaucoup l'occasion de découvrir l'Algérie. La dernière fois que j'y suis allé, j'avais seulement 2 ans et c'était il y a 42 ans. Vous le comprendrez, je ne connais absolument rien du pays de mes ancêtres et il ne me reste qu'une vieille photo en souvenir. Après tout ce temps passé, me voilà de retour en Algérie. Et cette fois-ci, je suis accompagné de ma femme ainsi que mes 2 petits garçons. Et ces 15 derniers jours sur place ont été une véritable aventure. Avant ce voyage, je n'avais de ce pays que de vieilles photos. Souvenirs précieux de mon père, ma grand-mère, mon grand-père et mes oncles. Ces images, c'est tout ce qui me restait de leur vie passée en Algérie. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte de ce pays qui m'est cher. C'est un voyage à travers le temps, mêlant émotions et découvertes que je suis impatient de partager avec vous. Préparez-vous à vivre avec moi des moments forts et inoubliables. Laissez-vous emporter par cette immersion en Algérie, un pays riche en histoire, en culture et en beauté. Nous allons ensemble découvrir toutes les facettes de ce retour aux sources. Mon voyage en Algérie commence à Biskra, une ville qui occupe une place très spéciale dans mon cœur. C'est ici que je découvre non seulement la richesse de l'Algérie, mais aussi les racines de ma femme qui est originaire de cette charmante oasis. Située aux portes du désert, Biskra est souvent appelée la reine des Ibanes. En arrivant ici, je suis immédiatement frappé par le contraste entre la verdure luxuriante des palmeraies et l'aridité des montagnes qui l'entourent. Pour moi, Biskra est bien plus qu'une simple destination touristique. Chaque coin de rue, chaque bâtiment a une histoire à raconter, souvent liée à ma femme et à sa famille. J'ai eu la chance de découvrir cette ville à travers ses yeux, d'apprendre à apprécier ses traditions et son hospitalité. Ma première journée ici va être dédiée à une célébration très spéciale, la fête du mouton. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam, commémorant le sacrifice du prophète Ibrahim. C'est un moment de partage, de générosité et de rassemblement familial. Aujourd'hui, je me dirige vers une ferme avec mon beau-père et toute la famille dans sa petite camionnette. 2 moutons destinés à être sacrifiés pour la fête font la route à nos côtés. Le trajet à travers les paysages de Biskra est à la fois serein et émouvant, me préparant à cette expérience culturelle profonde. Nous sommes enfin arrivés à la ferme, nichée au cœur des palmeraies luxuriantes de Biskra. La chaleur et le parfum des dattiers m'accueillent. C'est ici, au milieu de ces palmiers majestueux, que commence cette journée un peu spéciale. Mon beau-frère Osama engage la conversation et décide de me montrer les environs. Nous ne nous connaissons pas encore bien, mais il est déterminé à me faire découvrir la ferme. Ensemble, nous marchons parmi les palmiers, et il me montre avec fierté les arbres qui nous entourent. Alors que nous entamons une conversation, une réalité se dévoile. Je ne parle pas l'arabe, la langue de mon père, une langue que je n'ai jamais apprise. Osama le remarque rapidement, mais cela ne freine pas nos échanges. Nos sourires et notre volonté de partager transcendent les mots. Osama, il est en train de me dire, mais pourquoi tu parles pas arabe? Alors je lui explique. Mon père, il est né en Algérie. En Algérie? Mon père, ma grand-mère aussi, elle est née en Algérie. Mon grand-père, il est né en Algérie. En Algérie. Mais après, ils sont venus en France. Ah oui. Et moi, ils m'ont pas appris l'arabe. Ah, pas bien. Pas un petit peu. Un petit peu. Chouïa. Chouïa. Ah, et voilà. Et mon père, il est mort quand j'étais petit. Il est parti. Il est parti. Il m'a pas trop appris l'arabe. Oui, oui. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux pas bien parler l'arabe avec toi. Ah oui. C'est dommage. Doucement. Exactement. Je vais apprendre des mots. Doucement. Je suis venu pour faire un cours d'initiation linguistique. Oui, doucement. Comme ça, même vous comprenez pourquoi je parle pas l'arabe. Voici venu le temps de procéder au rituel. Les moutons sont emmenés au centre de la ferme pour l'égorgement. Le fermier qui nous accueille prend en charge cette tâche avec une grande maîtrise.
Heureusement qu'il me demande pas de le faire parce que je serais incapable de faire ce genre de choses. C'est la première fois que j'assiste à une telle scène. Et je suis à la fois fasciné et un peu appréhensif. Une fois le mouton égorgé, il est emmené pour être préparé. Le silence retombe sur la ferme, ponctué seulement par les murmures des enfants et le souffle du vent à travers les palmiers. Ça va Khalid? Oui. Ça se passe bien? Oui. Ça t'a pas fait peur le mouton? Non. Tranquille hein. Voilà, tranquille lui, tranquille. Bon alors après avoir égorgé le mouton, bien évidemment il faut le préparer. Ce moment, chargé de tradition et de respect, me laisse pensif et profondément marqué. Bon, la petite interruption. Nous avons la présence d'un scorpion. Scorpion. Vous êtes prêts? Allez, vas-y. En Algérie, le scorpion noir est un insecte venimeux bien connu pour sa piqûre douloureuse. Fréquent dans les zones désertiques et rurales, ces scorpions rappellent la nature sauvage et imprévisible de ce pays. C'est l'un des enfants du fermier qui, avec courage, bloque le scorpion. Il le capture habilement et le met dans une bouteille en plastique pour le sécuriser. Ok, un petit scorpion quoi, normal. Bon apparemment c'est très dangereux les scorpions noirs, il a dit. Il est pas très gros mais il est suffisamment dangereux et venimeux pour te tuer. Le temps est venu pour le deuxième mouton d'être sacrifié. Et cette fois, le mouton n'est pas d'accord. Il s'échappe, déclenchant une véritable course-poursuite. L'un des fils du fermier se lance à sa poursuite, déterminé à l'attraper. Pour terminer la journée, les enfants se rafraîchissent dans un bassin utilisé pour irriguer les dattiers. L'eau fraîche leur offre un moment de détente après une journée bien remplie. Ils se font une réserve d'eau et ça sert à alimenter les dattiers. Mais le petit il fait tellement chaud qu'il saute dans la réserve. Voilà les copains, on s'en va de la ferme. Je suis content d'avoir partagé ces images avec vous, avec mon ami Islam, mon frère, hein, tous les enfants. C'était une belle journée et on gardera de bons souvenirs de tout ça. Aujourd'hui, nous quittons Biskra en compagnie de Bakar, le beau-frère de ma femme, qui nous guide aimablement vers le site de Djemina. Le paysage qui se dévoile sur la route est à couper le souffle. Après quelques heures de route, Djemina apparaît enfin devant nous. Un site majestueux et mystérieux perché au creux d'une falaise. Vous l'aurez compris, on est à Djemina. 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 Je te dis avec l'accent. Depuis que je suis en Algérie, je parle avec l'accent. Et je parle avec l'accent que je n'avais pas en France. Je sais pas mon cœur, je comprends pas pourquoi. J'ai comme l'impression d'être possédé. Je me sens investi par le pays. Une fois sur place, Bakar décide de descendre au plus près du canyon et je le suis sans hésiter, accompagné de mon fils. À chaque fois qu'on monte une montagne ou qu'on descend une montagne, il faut regarder où bien on marche. Ah ouais, d'accord. Là, il est en formation. Mais il est bientôt prêt. Vous avez vu, il a mis de l'enthousiasme et tout, il est chaud. Vous n'oubliez pas à s'abonner à ma page et à la page de mon père. Vous avez entendu? Abonnez-vous. Non, on s'en fout. C'est avec le cœur, nous. Les paysages qui s'offrent à moi sont d'une beauté spectaculaire. Avec les parois rocheuses escarpées qui se dressent au-dessus de nous et les formations géologiques qui racontent des millions d'années d'histoire. Bakar prend alors le temps de m'expliquer plus en détail qui étaient les gens qui vivaient dans ces falaises à l'époque. Il partage avec moi un cours d'histoire fascinant, expliquant comment ces habitations troglodytes ont été construites par les populations locales pour se protéger des intempéries et des envahisseurs. Ces lieux ont abrité des communautés depuis des siècles, témoignant de l'ingéniosité et de la résilience de ces habitants des Aurès face aux défis de leur environnement. Avant de rentrer à Biskra, Bakar décide de nous montrer une dernière chose, les balcons de Roufi. Une fois sur place, je ne suis absolument pas déçu. Le spectacle est incroyable.
Je suis face à un canyon aux falaises vertigineuses. اليوم جايات كي تسبغت النجمايات مختا زينة البنايات وجاب الأولية. Bakar me raconte que Roufi est une région touristique par excellence depuis longtemps. Durant l'époque coloniale, la France a développé le tourisme ici. En 1902, ils ont construit l'hôtel transatlantique sous les grottes pour montrer qu'ils étaient là pour développer le tourisme, pas pour coloniser. Cet hôtel a été détruit avant la fin de la colonisation. Ça c'est les tenues traditionnelles Chaoui. Chaoui c'est ceux qui vivent dans la montagne. Donc tu vois ça c'est les tenues traditionnelles que je vais ramener à ma mère. Parce qu'elle adore promener dans la montagne. Dès qu'elle a 5 minutes, ma mère elle fait des escapades en montagne. Elle en trouve une dans la région. Elle met sa robe berbère et elle va dans la montagne. C'est une ouf ma mère. Mais ma mère ce qu'elle aime par-dessus tout c'est la poterie. Elle adore la poterie. Dès qu'elle a 5 minutes elle aussi elle fait. Dès qu'elle descend de la montagne elle fait des poteries. Regardez-moi ces belles poteries. Trêve de plaisanterie, tout ça c'est bien évidemment fait à la main par les gens d'ici, les gens du village. C'est un très bel endroit. Alors que nous terminons notre visite, je réalise à quel point ce lieu est un trésor caché de l'Algérie, un témoignage de l'histoire et de la beauté naturelle du pays. Il faut savoir que ce canyon, il fait 100 km de long, à peu près 100-150. Ils savent pas trop mais il est très très long. Il va d'ici jusqu'à Biskra. Je me suis pas trompé. Parce qu'elle elle vérifie tout ce que je dis. Pas que je fasse d'erreur sur son pays. Sur notre pays, mais surtout sur le sien. Parce qu'elle est née ici, tu vois. Elle n'est pas juste originaire comme moi. Merci tonton Bakar. Merci à toi. Merci. Avec ma voix cassée là, on dirait Rambo. Aujourd'hui, nous sommes à Alger. Et j'ai quelques jours pour découvrir cette ville fascinante. En explorant Alger, je me rapproche un peu plus de mon père, qui a vécu une partie de son enfance ici. Cette connexion avec son passé et cette ville chargée d'histoire sont pour moi une source d'intérêt et d'émotion profonde. Alger. Cette métropole vibrante est la plus grande ville du Maghreb. Elle regorge de vie et d'histoire à chaque coin de rue. Surnommée la Blanche, en raison de ses bâtiments d'un blanc éclatant, est une ville aux multiples facettes. Parmi ses monuments les plus emblématiques, il y a le mémorial du martyr, aussi connu sous le nom de Maqam el-Shahid. Ce monument impressionnant, inauguré en 1982, est un hommage aux combattants de la guerre d'indépendance. Visible de nombreux points de la ville, il symbolise le sacrifice et le courage du peuple algérien. Avec ses 3 palmes s'élevant vers le ciel, il est un lieu de mémoire incontournable. Au cœur de la ville, la Casbah se dresse comme un symbole de l'histoire riche et complexe d'Alger. Ce quartier historique, témoin des époques ottomanes et des récits de corsaires légendaires comme Barberousse, est aujourd'hui marqué par le passage du temps. Ces maisons, vestiges d'un passé glorieux, s'effondrent peu à peu, et ces ruelles étroites recèlent des secrets oubliés. Ici, le temps semble s'être arrêté. En explorant la Casbah, j'ai rencontré Walid, un enfant du quartier qui m'a aimablement proposé de m'accompagner durant ma visite. J'ai accepté sa proposition et il a décidé de commencer par me conduire à la dernière demeure d'Ali Lapointe, un martyr et un personnage emblématique de la Casbah. Toi t'habites dans la Casbah? Oui, bien sûr. Voilà, donc on est avec Walid qui habite ici à la Casbah. Pareil, c'est pas un guide, il dit, hein, moi j'habite là, je peux pas tout vous montrer, je peux pas tout vous expliquer, mais je connais la Casbah et je peux vous montrer 2-3 trucs intéressants. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi, ça fait plaisir. Tu peux me parler un peu d'Ali Lapointe? C'était un moudjahid. Un shahid. Et il est mort ici à la Casbah? Bien sûr, dans cette maison. Dans cette maison-là? Oui. Ce labyrinthe de ruelles a longtemps été un refuge pour les insurgés et les révolutionnaires, notamment durant la bataille d'Alger. En l'accompagnant, nous avons arpenté des ruelles étroites et sinueuses, bordées de maisons anciennes, la plupart en ruine. L'atmosphère était chargée d'histoire, chaque pierre semblait raconter une partie du passé tumultueux de la Casbah.
À l'intérieur de la maison d'Ali Lapointe, nous avons découvert une collection impressionnante de photos d'époque, de textes historiques et d'autres informations fascinantes sur Ali Lapointe et son rôle crucial dans la guerre d'indépendance algérienne. Un homme était présent et il m'a fait un rapide descriptif des personnes décédées aux côtés d'Ali. Il m'a expliqué que le corps du petit Omar et de Hassiba Ben Wali avaient les visages complètement défigurés, tandis que ceux d'Ali Lapointe et de Mahmoud Bouhamidi étaient mentionnés comme étant parmi les martyrs dont les corps ont été retrouvés après l'assaut final de la bataille d'Alger. Pour mieux comprendre la fin tragique d'Ali Lapointe, voici un court extrait de la scène finale du film « La bataille d'Alger ». Ces images poignantes illustrent les événements dramatiques qui ont marqué la vie de cette figure emblématique de la résistance algérienne. Ali Lapointe, je te donne encore 30 secondes. Qu'est-ce que tu crois obtenir? De toutes les façons, tu as perdu. Réfléchis bien. En sortant de la maison, j'ai réalisé l'importance symbolique de ce lieu. Cela m'a permis de mieux comprendre la place des martyrs en Algérie et l'impact profond qu'Ali Lapointe et d'autres ont eu sur la lutte pour l'indépendance. Cette visite m'a offert une perspective plus profonde sur l'histoire et la résistance de la Casbah. En marchant quelques mètres, nous tombons sur un vieil homme qui semble réciter un texte dédié aux combattants devant la fontaine aux martyrs. C'est un moment touchant qui, après avoir visité la maison d'Ali, me rappelle une fois de plus l'importance de ces figures historiques dans ce pays. عمر شلبي يترحم على الأبطال الذين ضحوا بالنفس مجاهدين يبقى اسمهم عبرة للأجيال يذكرهم التاريخ بعز الفخورين ذكرهم الله في كتابه ما قال تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il m'a fait des frissons carrément, Tahia Jazair. Pourquoi c'est lui qui paye, c'est un ouf? Garde ton argent, frère. Il est tellement gentil. Vous voyez l'hospitalité algérienne, il voulait payer de sa poche. C'est le guide qui me paye pour me faire voir des trucs. C'est incroyable. On est passé par une boutique et apparemment il a une vue incroyable sur la Casbah. Donc on va pas. On est rentré par là. Ça c'est toute la Casbah, ça. Ça c'est la Casbah. La Casbah d'Alger est une partie de la ville qui m'a profondément touché. En explorant ces rues chargées d'histoire, j'ai été captivé par l'atmosphère unique qui y règne. Chaque coin de la Casbah raconte une histoire fascinante, nous plongeant dans un univers où le passé et le présent se rencontrent harmonieusement. On a bien eu de la chance d'être tombé sur M. Walid. Voilà, donc je le répète, hein, mais si vous êtes de passage à la Casbah, vous criez dans les rues, Walid, Walid, hop, il va arriver comme ça, il apparaît, tac, oui, bonjour, c'est moi, Walid Legued, J-Côte, à votre service. Quand je vous dis hospitalité algérienne, hospitalité en règle générale dans ces pays du Maghreb, c'est quand même, c'est pas un mythe, quoi, c'est réel. Voilà, j'espère que cette visite de la Casbah, pardon, ça vous a plu. Khalil, tu dis au revoir? Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes en Kabylie, une région montagneuse au nord de l'Algérie, réputée pour sa culture distincte et sa langue berbère. Contrairement à d'autres parties du pays, la Kabylie se distingue par ses traditions, sa musique et son artisanat unique, ainsi que par ses paysages verdoyants et ses villages perchés. Nous avons pris la route en direction de Béjaïa pour découvrir le Cap Carbon. Alors Béjaïa, c'est la ville de mon grand-père, c'est là où il est né. Situé dans le parc national de Gouraya, ce promontoire est l'un des joyaux de la côte algérienne. Avec ses falaises escarpées qui plongent dans la mer Méditerranée et son phare perché à environ 220 mètres au-dessus du niveau de la mer, le Cap Carbon offre des vues spectaculaires. En explorant ce site, on peut profiter des vues imprenables sur la Méditerranée et les falaises environnantes. Le parc national de Gouraya qui entoure le Cap est un site protégé, riche en biodiversité, où l'on peut notamment voir des singes. Elle n'aime pas les singes. Elle a peur que les singes lui kidnappent son fils. En chemin, je m'arrête pour découvrir un chanteur kabyle dont la musique résonne à travers les montagnes, ajoutant une dimension culturelle à cette expérience.
C'était beau ça. Un moment d'émotion. Le Cap Carbon est une étape importante pour quiconque souhaite découvrir les paysages naturels de l'Algérie. Mais notre découverte de la région ne s'arrête pas là. Nous partons également explorer les cascades de Kefrida, souvent appelées la cascade de Frida. On y va, c'est parti. Je vous emmène avec moi dans la voiture, entre les enfants, les couches, les biberons, ma femme, le petit, le grand, et c'est Parti. On va bien se parer les gars. Vous allez voir. Voilà, on a bien vu, hein, là c'est quand même quelque chose d'assez sympathique. Là c'est montagne de Kabylie, c'est quand même grandiose. Hein. Voilà, là c'est quand même waouh. Et bien avant d'atteindre la cascade de Kefrida, c'est marrant, je m'attendais pas à ça. Dans la montagne, ils ont réussi à installer tout un complexe, une espèce de rue marchande, avec des robes kabyles. Ah, ce pays est incroyable. Je suis parti pour voir une cascade d'eau, je me retrouve à acheter des bacs, des trucs, des machins, des robes, c'est incroyable. En arrivant sur les lieux, je suis accueilli par le bruit apaisant de l'eau qui chute en cascade sur les rochers. Les cascades de Kefrida sont une véritable oasis de fraîcheur et de tranquillité, ajoutant une dimension supplémentaire à notre exploration de cette magnifique région de l'Algérie. Bon bah voilà, hein, si vous venez à la cascade de Frida, vous pourrez faire des photos dans des tenues traditionnelles kabyles. Vous pourrez voir des pans et faire des photos aussi avec des singes. C'est à Annaba que se termine mon voyage en Algérie. Annaba, situé sur la côte est, est célèbre pour ses plages magnifiques, son port animé et ses vestiges historiques, comme la basilique Saint-Augustin. Allez, à présent, je vous emmène en haut de la basilique. Et pour cela, il faut monter 4395 marches. Nous voilà au sommet. Je me dirige vers l'hôtel Montaza, perché sur les hauteurs de la ville. Cet hôtel, bien connu des visiteurs, offre une vue imprenable sur Annaba et ses alentours. L'hôtel Montaza est réputé pour son emplacement privilégié. Avec ses bâtiments tout blancs, il rappelle étrangement l'architecture méditerranéenne de Santorin en Grèce. L'hôtel Montaza est un véritable havre de paix, parfait pour contempler la beauté de cette ville historique et boucler ce voyage inoubliable. Voilà, pour ceux qui voudraient voir cette magnifique vue panoramique du haut de cet hôtel, c'est El Montaza, ici à Seradi. Montaneza, voilà, j'avais pas l'accent, désolé. J'ai été repris. Montaneza, et du coup, ici vous aurez une vue, comme vous l'avez vu, hein, magnifique, sur Annaba et ses environs. Alors que défilent ces images de mon retour en Algérie, une multitude d'émotions me submerge. Ce voyage a été bien plus qu'une simple visite. C'était une exploration intime de mes racines, de mon histoire familiale et de moi-même. Revenir ici après tant d'années a été un acte de réconciliation avec une partie de moi que j'avais ignorée. Chaque instant m'a permis de me reconnecter avec mes racines, de comprendre mieux d'où je viens et qui je suis.
Ce voyage m'a également offert une occasion précieuse, retrouver une partie de mon père, à travers les lieux qu'il a fréquentés, les histoires partagées par ma famille, j'ai pu ressentir sa présence d'une manière nouvelle et profonde. Retrouver cette connexion avec lui a été un cadeau inestimable, une réaffirmation de son impact sur ma vie, malgré son absence physique. Ce carnet de voyage, avec toutes ces images, ces émotions, deviendra un témoignage précieux que je détiendrai en mémoire de mon père, pour transmettre à mes enfants, afin qu'ils comprennent mieux leurs origines et leur histoire de famille. Ainsi, en terminant ce voyage, je suis rempli d'une profonde gratitude. Ce retour en Algérie a été bien plus qu'une simple visite. C'était une étape cruciale dans mon cheminement personnel. Une occasion de guérir et de grandir. Je dédie ce film à mon père pour honorer son héritage et pour perpétuer le lien précieux qu'il a toujours représenté pour moi.